Monsieur le représentant des chambres consulaires, Monsieur le directeur général de l'entreprise, chers amis, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole ici pour participer au bien exposé des Gilets de gauche. Oui, au nom donc du ministre, du Premier ministre chargé du budget, je voudrais vous remercier d'avoir associé la discussion à ce genre d'exposé. C'est toujours avec satisfaction que nous sentons l'intérêt que le secteur privé montre à la messe fiscale chaque année. Il y a quelques temps, je crois l'année dernière, le directeur général des impôts lui-même, M. Pascal Adina, était là avec vous pour la présentation de cette année fiscale. Je disais tout à l'heure, le métier du lettre pour dire que je suis invité et je vais apprendre aussi. Hein. Là, on me dit, bon, sur le micro, donc je n'ai pas été prévenu. Mais bon, je vais essayer de faire tant bien que mal. Je sais qu'on attend beaucoup plus, mais c'est une présentation, je pense que c'est une présentation de Dylan, c'est le président de la DGI. Voilà. En temps opportun, vous aurez donc exposé du directeur général des impôts, M. Pascal Adina, sur cette question-là. Alors, pour revenir un peu aux questions techniques qui ont été abordées, on me demande de prendre la parole. J'étais un peu réticent, mais on va essayer. Vous savez que chaque année, lorsque le lance fiscal est publié, le commentaire administratif suit. Et nos équipes sont à pied d'œuvre, vraiment à pied d'œuvre pour pouvoir sortir un commentaire plus tard début février. Pour déjà éclairer tout le monde sur ces différentes questions qui ont été posées. Mais en attendant que ce commentaire administratif, qui, pour le dire, est le seul opposable à la mission fiscale, on va essayer de s'essayer à répondre à cette question qui a été posée. Mais j'aimerais revenir sur une disposition qui n'a pas été exposée par le premier exposant de Deloitte, c'est le remboursement des crédits de TVA. C'est l'article 1er du MES fiscal. Alors, c'est une question fondamentale qui tient au ministre, la neutralité de la TVA, faire en sorte que la TVA soit un poids pour l'entreprise. Vous avez vu un peu dans quel contexte on a résolu le fiscal. Pas de nouvel impôt, pas d'augmentation de taux, d'anciens taux, n'est-ce pas, des impôts qui existent. Et donc, cela a été fait dans le sens de mettre, de privilégier l'entreprise, placer l'entreprise, secteur privé au cœur de l'économie. Nous sommes tous conscients que la croissance économique vient du privé. C'est cela qui a guidé toute cette annexe fiscale. En même temps, l'annexe fiscale a été élaborée dans le sens d'améliorer significativement le classement de la Côte d'Ivoire au programme du Doing Business. Nous sommes le 847e, c'est pas le de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on était très loin de le tréfonds, nous sommes en 7e, maintenant le 847e. Mais avec la volonté du ministre chargé du budget, c'est de faire en sorte qu'on améliore significativement le classement et que d'ici 2017, nous serons parmi les 50 premiers. Et c'est et on y travaille avec acharnement. Et les années fiscales qu'ils vont faire, dans ce sens-là, seront donc pour prendre, n'est-ce pas, ce pays-là. Alors donc, pour revenir un peu au crédit TVA, qui était pour cette entreprise qui n'arrive pas à être remboursée assez rapidement, mais il faut dire quand même déjà qu'il y a une amélioration très significative. À l'époque, c'était des mois, etc. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a des remboursements. Mais pour encore renflouer les caisses de la régie chargée du remboursement des crédits TVA qui est logée auprès de la direction des impôts, il a été donc mis en place un nouveau cycle de trésorerie qui garantit les droits des contribuables à avoir accès à leur remboursement. Alors, il a été donc identifié quelques grandes recettes au niveau de la douane et de la direction générale des impôts. La direction générale des impôts, c'est une grande entreprise qui a été donc, n'est-ce pas, retenue. Au niveau de la direction générale des douanes, c'est la direction générale, c'est la recette des douanes de l'aéroport. Donc toute la dette collectée au niveau
de la TVA seront donc directement versés dans un compte logé à la BCEAO. Et ce compte alimenté soit par ces principales recettes-là, plus quelques recettes, n'est-ce pas, principales d'Abidjan, vont donc servir à alimenter cette régie de remboursement, et 10% des sommes de ce compte seront affectées journellement, je dis bien journellement, c'est-à-dire par jour, à la régie pour la renflouer de sorte qu'il y ait une célérité dans le remboursement des crédits de TVA. Cette mesure-là que je vais vous annoncer et sera donc mise en œuvre très prochainement. Alors, pour revenir un peu une question aussi qui nous taraudait, c'est la question des crédits bail qui est revenue à plusieurs reprises. Alors, il faut dire qu'il y a un élément qui a été omis, certainement, mais c'est que celui qui bénéficie de l'attestation d'exonération, lorsqu'il va acheter un bien, il va, n'est-ce pas, à la Société des impôts, on lui donne une attestation d'exonération pour dire que vous êtes exonéré de telle ou telle chose dans le cadre d'une convention, d'un contrat, etc. Nous ne parlons pas ici des exonérations légales, c'est le droit, il n'y a pas de problème, mais des exonérations. La question se posait parce que vous voyez certaines personnes qui bénéficient d'attestations d'exonération délivrées par la DGI, mais n'ont pas les moyens financiers d'aller acheter le bien en question. Ça s'adresse à une banque, la banque achète le bien pour cette personne avec la TVA incluse, et donc elle va facturer cette TVA à la personne, bien que le contribuable dispose d'une attestation. C'est cette incongruité que nous avons voulu résoudre dans le cadre de la nécessité. Et donc, les discussions avec les banques, notamment avec une chargée de fiscalité à la banque, qui nous a plus ou moins éclairé dans ce sens-là. Et donc, il est ressorti qu'il faut pouvoir transférer l'attestation d'exonération du contribuable au crédit bailleur, c'est-à-dire à la banque ou l'établissement financier. Concrètement, je suis M. Kamagaté, je bénéficie d'une attestation d'exonération pour acheter un bien, ou bien dans le cadre des activités. J'ai l'attestation, je m'adresse donc à ma banque pour que la banque achète le bien et me le donne en crédit bail. Cela vient au mouvement pour le crédit bail. Donc, je vais donc mettre sur avant avec la DGI va mettre sur cette attestation-là, peut être transférée à l'établissement crédit bailleur. Donc la banque, en état, dans l'espèce, la banque donc achète le bien hors taxe et me le met à ma disposition. Vous comprenez bien? En ce moment, donc, voici comment c'est la fait. Donc la possibilité de transfert de crédit bailleur à la banque. Et donc les loyers qui vont suivre, les loyers ne supporteront pas la TVA. Alors donc, pour ramener cela à la question de qu'en est-il des contrats en cours? Est-ce que ces loyers vont-ils supporter la TVA? Je pense que la réponse va découler. En entendant un éclairage et disons un commentaire administratif plus net sur la question, ben on peut s'aventurer à répondre à la question en disant que, étant entendu que la banque a acheté le bien ETC, il ne faut pas lui demander de ne pas facturer la TVA sur le loyer qui vont courir. Le contrat vont commencer à courir avant d'entrer dans le fiscal. On dit par conséquent que la banque va continuer à facturer la TVA pour le contrat déjà en cours. Au risque de mettre la banque dans une situation de crédit de TVA et qui va rembourser. Elle n'est pas éligible dans ce sens-là. Voilà donc les peu de questions qui vont donc se poser. Mais évidemment, nous sommes là pour fluidifier l'économie, pour ne pas mettre le bâton dans l'espace des entreprises. D'autres choses, ces choses peuvent toutes, n'est-ce pas, être discutées. Mais voici la question technique, comment elle pourrait être résolue. Pour l'heure. Ensuite, il a été posé des questions sur la télédéclaration et même on peut dire le délai de paiement. Parce que là, on peut payer tout par ces questions sont en cours de réglage. L'article de la NES fiscale est là-dessus. J'en profite en même temps pour vous dire que la NES fiscale est disponible sur le site de la Direction générale des impôts depuis aujourd'hui minuit. Tout business oblige et donc il est téléchargeable. Vous pouvez l'avoir directement. Sur le site www.dgi
.gouv.ci. Voilà, c'est pour une question de transparence, mais tout le monde, n'est-ce pas, au même niveau de formation, le public sur le site de la DGI depuis cette année. Alors, donc pour revenir un peu à la déclaration, le texte dit clairement qu'un arrêté du ministre va venir donc préciser les conditions de déclaration des éléments. Donc, en entendant que cet arrêté soit pris, il a d'abord un cours d'élaboration. On peut donc dire qu'il entrera vraiment bien que lorsque tous ces contours-là seront précisés, en cas de cause, une note de service ou un communiqué de la rendez-vous sera fait pour pouvoir faire la télédéclaration. Mais la télédéclaration ne dépend pas que de la DGI. Pour ceux qui sont essayés à cela, doivent s'inscrire dans une législation qui est un cadrage juridique qui est bâti par l'ARPCI. C'est elle, cette agence, qui est chargée de la régulation des aspects juridiques, notamment en ce qui concerne la signature électronique, la sécurité, l'eurodatage, l'opposabilité d'une déclaration électronique, etc., qui sont donc en train d'être réglées par la RPCI. Et nous travaillons beaucoup avec cette agence-là pour voir un peu les aspects juridiques. Alors, si nous-mêmes, nous essayons maintenant à faire la télédéclaration, ce que la loi prévoit, parce qu'il va être fait depuis déjà, depuis que les premières déclarations doivent être faites, à partir du mois de février, mais il y aura des risques de piratage, d'opposabilité. Il y a des questions à régler. Par exemple, un contribuable qui a fait sa déclaration en dehors des heures de fermeture de bureau par Internet, par exemple, dans le même jour, le 15, par exemple, j'ai donné des délai, mais il fait la déclaration le 15 à 23h59. Est-ce qu'il est fort clos, il est en retard, je ne sais pas. C'est des questions de ce genre-là qu'il faut régler, qu'il faut donc préciser par note ou par arrêté, etc. Donc, pour l'heure, je pense qu'il va y avoir un communiqué pour être plus fort. Mais ils vont dire que ce n'est pas une faculté. Dès lors que la loi l'a déterminé, c'est une obligation, la télédéclaration. À côté de cette déclaration, également, ce qu'on appelle la télélias, qu'on appelle le dépôt des états financiers sous format électronique. C'est la même chose. Les réglages du site de la DGI sont en train de faire pour ne pas qu'ils soient piratés ou qu'ils n'ont pas l'accès aux sécurités, etc., etc. Plein de choses qu'il faut encore faire. Mais les délais de dépôt des états financiers étant prévus pour 4 mois, je pense qu'on sera prêt dans ce sens-là. Et donc, certainement qu'il va y avoir une solution informatique sur le site de la DGI pour pouvoir préciser telle chose. Alors, des questions également ont été posées sur certains aspects. J'ai été intéressé par la question de celui qui a parlé de peu de redevance sur le bois phytotique. Quelle est la valeur à prendre? Effectivement, c'est une question récurrente. Elle est très pertinente parce que, effectivement, depuis l'année dernière, le loyer des bois phytotiques a connu un ajustement, je dirais comme ça, avec le ministère de l'Industrie, qui a donc réajusté le montant des bois phytotiques. Mais il y en a une autre qui est sortie en 2011 qui précise un peu qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut prendre comme valeur locative. Alors, ce n'est pas le loyer, les redevances payées dans le bail phytotique qui constituent la valeur locative. À notre titre, le fait de le considérer comme un bien qui vous appartient, comme un bien qui est effectivement inscrit à l'actif du bilan et à tirer toutes les conséquences. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, lorsqu'on faisait cette note, le loyer était vraiment minime, c'était le loyer qui datait de 1967. Donc, c'était vraiment le loyer dérisoire qu'on a essayé et qui a tout de même réajusté. Avec le réajustement de loyer, on verra bien, c'est peut-être qu'il y a, à mon avis, au sens qu'il faut donc peut-être réajuster, nous sommes en prendre en compte ces réponses-là. Mais pour l'heure, en attendant qu'il y ait une note officielle de sens là, où on compartait exactement comme vous le faisiez avant, c'est-à-dire la valeur locative est déterminée selon le voie d'appréciation directe pour l'escroc. Alors, il y a des questions aussi qui ont été posées sur les pétroliers, voilà, qui concernait un peu de savoir comment ça marche effectivement. En fait, ce n'est qu'une adaptation
de la fiscalité, de notre dispositif à la réalité. Le dispositif en matière de loi d'assises, notamment en ce qui concerne le tabac, on voit que la taxe est prélevée une seule fois par le fabricant ou par l'importateur. Et une omission n'avait pas été, une omission qui n'avait pas précisé cela pour le méthodologie. C'est la même chose. Donc, on a donc juste mis le texte, n'est-ce pas, en conformité avec la réalité, c'est-à-dire ce qui est fait déjà depuis tout à l'heure, M. Gogo a exposé également sur la question des logements qui sont mis gratuitement à disposition des ouvriers par l'entreprise agricole ou industrielle. Je vais préciser qu'il y a des logements qui sont sur les sites d'exploitation, pas à Abidjan. En fait, Abidjan, sur les sites d'exploitation, s'il y a des industriels qui sont situés sur les sites d'exploitation, et il a donné la catégorie de personnes qui sont peuvent être éligibles. Alors, il y a également une autre question qui se reporte, je crois que M. avoir répondu à toutes les questions, quand je regarde bien mon programme. En tout cas, j'aimerais dire que ce genre de rencontres-là sont opportunes pour nous, qui peuvent nous permettre d'améliorer, d'élaborer efficacement le commentaire du dispositif fiscal en prenant en compte toutes vos préoccupations. Alors, s'il y a donc des préoccupations au sens là pour améliorer le commentaire, parce qu'il y a des aspects que souvent nous ne voyons pas et qui peuvent poser après, qui peuvent poser les diverses interprétations ou telle chose. Donc, c'est un des éléments, c'est au moment de les sortir qui peut donc nous améliorer dans ce sens-là. Voilà donc, c'est un exposé du dialogue qui parle de la DGI, je ne vais pas être plus long. Donc, même faire là la propos. Je vous remercie. Merci. Merci bien, M. Kamagaté, pour ces clarifications. Comme M. Kamagaté l'a dit, vous aurez droit d'ici février à un commentaire administratif qui devrait venir clarifier un certain nombre de dispositions pour lesquelles on n'a pas tous la même compréhension. Donc, le cabinet aussi se tiendra informé, vous tiendra informé lorsque ces clarifications seront faites, notamment sur le crédit bail. Lorsque ces clarifications seront faites, nous vous les adresserons par email afin que vous appliquiez les règles fiscales conformément donc au texte de loi. Je voudrais réitérer les remerciements donc à la Direction générale des impôts et à M. Kamagaté de façon personnelle. Vous remercier d'avoir pris part à cette présentation de l'année fiscale 2015 et vous inviter juste à côté pour un cocktail de fin de cette présentation. Merci beaucoup à vous tous. Merci.